Aujourd'hui, nous allons rencontrer Monsieur le professeur Kojo Untonji, qui est chercheur en biochimie et dont les recherches portent sur tout ce qui a trait au ribosome. Monsieur Untonji est professeur émérite de la Sorbonne Université. Il a enseigné la biochimie et la biologie moléculaire dans cette université parisienne durant plus d'une décennie. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'étudiant et ce qui vous a amené à choisir donc la biochimie et le ribosome? Bonjour. Euh, Ce qui nous a amené à choisir la biochimie, c'est que c'est la chimie du vivant et que toutes les sciences biomédicales, elles sont intéressantes pour tout chercheur parce que ces sciences permettent de connaître, de comprendre un petit peu la vie et comment ça se déroule, et c'est utile pour toute la société, toute l'humanité. Et donc, dans un parcours d'étudiant, j'ai été intéressé tout de suite par faire de la biologie. Et le socle, dans toutes les matières biologiques, le socle commun, c'est la biochimie. Parce que c'est la biochimie qui est la chimie du vivant, qui donne, qui met en œuvre toutes les méthodes cellulaires, les méthodes moléculaires, les méthodes physiques pour étudier la matière vivante. J'ai donc commencé par faire un parcours classique de tout étudiant, c'est-à-dire après un bac scientifique, on fait ce qu'on appelle les 2 premières années d'université, puis après on fait la licence, après on fait euh, la maîtrise, qui est actuellement le master 1, et à la suite on fait un master 2, et en général on enchaîne, quand on a la possibilité, on enchaîne sur un doctorat, et donc j'ai fait un doctorat à l'université de Paris-Saclay, qu'on appelait à l'époque l'université Paris-Sud, Paris 11. Voilà mon parcours. Devenir enseignant-chercheur peut s'avérer être une tâche ardue. Donc, quelles sont les étapes à franchir pour réussir dans cette voie? Alors, les étapes à franchir sont d'abord un cursus classique jusqu'au Master 1. Et au Master 1, on est encore euh, étudiant allant vers une spécialisation, allant vers la recherche rechercher sa voie, savoir si au Master 1, on ne sait pas encore, on peut savoir déjà, mais on ne sait pas encore si on va se diriger vers l'enseignement ou si on va se diriger vers la recherche. Et c'est donc le carrefour de la décision clé, c'est de décider de faire un Master 2 qui correspond à un apprentissage approfondi de la recherche, un début d'apprentissage. Donc, dans le Master 2, qu'on appelait il y a longtemps un diplôme d'études approfondies, dans le Master 2, on choisit clairement de se diriger vers la recherche en commençant par le stade le plus bas, qui est le stade de l'apprenti-chercheur. Ensuite, on finit donc son année de Master 2 sur le plan de l'apprentissage théorique, des connaissances qui permettent de dire que on a le niveau pour entrer dans le cycle de la recherche. Et à ce stade-là, on va donc faire passer 6 mois à l'université, sur les bancs de l'université, pour apprendre les principes théoriques qui dirigent la carrière que vous voulez faire. Et ensuite, vous allez faire 6 mois de stage.
Et ces 6 mois de stage vont vous mettre vraiment le pied à l'étrier. Ce n'est plus des travaux pratiques comme on fait en première, deuxième, troisième année, ou même en quatrième année, c'est-à-dire en master 1, mais ça devient un thème de recherche choisi par le laboratoire pour faire un stage, un vrai stage, qui est sanctionné par un diplôme qui est le diplôme de master 2, qui comporte une partie théorique et une partie pratique de recherche. Il y a donc un mémoire à la suite du stage, il y a un mémoire qui est rédigé et ce mémoire est soutenu devant un jury et qui décerne le titre de « Vous êtes un apprenti, vous êtes maintenant reconnu comme un apprenti chercheur capable de prendre une thématique, de poser des questions, les bonnes questions, et d'essayer d'y répondre par vos travaux au sein d'un laboratoire et au sein d'une équipe. » Voilà le parcours, et après, et donc on est apprenti, et pendant 3 années, on va, si on a bénéficié d'un financement, etc., on va faire des travaux sur un sujet, un gros sujet, qui va mener jusqu'au doctorat, jusqu'au PhD, doctorat en sciences. Voilà le parcours pour devenir chercheur. Voilà le premier diplôme, c'est d'abord le doctorat en sciences. Et ensuite, si on veut, et en général on veut, quand on a soutenu une thèse, ce n'est pas pour aller faire un autre métier. Donc ça veut dire que dans le parcours actuel, les choses sont compliquées. Dans les années 80, je vois jusqu'en 90, on pouvait tout de suite démarrer une carrière de chercheur avec un doctorat. Maintenant, les choses sont compliquées et donc on vous demande de faire un stage postdoctoral. C'est-à-dire que quand vous soutenez votre doctorat, vous démontrez clairement que vous êtes capable de faire de la recherche, mais dit attention, on veut quand même vérifier que vous êtes capable de le faire de façon encore plus autonome, en changeant de laboratoire, en changeant de thématique, en prenant une autre thématique, pour vérifier que vous êtes toujours apte à mener un autre sujet, vous adapter à un autre environnement. Souvent, le stage postdoctoral se passe dans un pays étranger. Donc, on veut confirmer jusqu'au bout, avant de vous donner les clés de la maison, on veut confirmer jusqu'au bout que vous êtes capable de vraiment de répondre aux exigences du métier de chercheur. Et quand vous avez fait votre stage postdoctoral, à ce moment-là, s'il y a un poste qui est ouvert au concours dans un organisme public de recherche ou dans une entreprise privée, eh bien, vous serez recruté peut-être comme un chercheur et vous allez pouvoir démarrer une carrière. Voilà. Il faut faire, il me semble, obtenir une habilitation pour être apte à diriger une équipe de recherche. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Quand on est recruté comme chercheur, on est un chercheur de base, mais on est déjà capable de faire des choses, évidemment. Alors, on entre dans une équipe de recherche qui existe et on commence à faire ses preuves, à faire son métier. Mais assez rapidement, si on est ambitieux ou si on aime la recherche, on a envie tout de suite de diriger une équipe. Et donc, pour diriger une équipe, effectivement, il faut prouver qu'on est capable de diriger quelqu'un. On commence par une personne, déjà, c'est déjà beaucoup. Et donc, on décerne l'habilitation à diriger des recherches à un chercheur confirmé, un chercheur statutaire qui a un poste, mais qui va soutenir un deuxième diplôme équivalent au doctorat. C'est-à-dire qu'il va encadrer, par exemple, un doctorant pendant 3 ans, et quand le doctorant va soutenir, il va rédiger une sorte de doctorat bis, un deuxième doctorat, où il va présenter devant ses pairs les travaux qu'il a dirigés chez des jeunes doctorants qu'il a encadrés, et on va lui dire, ah d'accord, vous avez bien encadré, vous avez posé les bonnes questions, votre étudiant a bien travaillé parce que vous l'avez bien dirigé et parce que vous avez bien posé les bonnes questions sur la thématique, vous êtes capable
de diriger une équipe. Et là, vous êtes habilité. Et c'est l'habilitation qui permet également, lorsque vous voulez faire une carrière d'enseignant-chercheur, on dit, si c'est un chercheur confirmé habilité, il doit être capable également de transmettre à titre de professeur, de transmettre les choses qu'il pratique au laboratoire. Il doit pouvoir les diffuser, la science, à des étudiants. Et donc là, l'habilitation à des recherches est obligatoire pour être professeur. Vous voyez? Donc voilà, donc ça permet de faire une carrière d'enseignant-chercheur, une carrière complète. Voilà, voilà le parcours. Deux autres questions sur le métier de chercheur. La première, c'est à quoi ressemble la journée d'un enseignant-chercheur? Et la deuxième, c'est quelles sont vos activités à vous en tant que professeur émérite? Alors, je vais essayer de répondre rapidement en sériant la question en 3 groupes. Dans un laboratoire, on va considérer 3 publics. Le public des jeunes stagiaires de Master 2, le public des jeunes doctorants au cours de leurs 3 années de parcours pour aller au doctorat, et on va regarder ensuite les chercheurs qui sont soit chefs d'équipe, soit à l'intérieur d'une équipe entourant les doctorants, les jeunes docteurs et les masters, les stagiaires, et on va regarder la direction du laboratoire. Et dans les équipes, les jeunes masters ou les jeunes doctorants, quand ils viennent au laboratoire le matin, ils prennent leur cahier et ils marquent la date du jour. Ensuite, ils mettent un petit peu les idées qu'ils veulent mettre en pratique ce jour-là. Ils écrivent les têtes de chapitre de l'activité du jour, l'activité de recherche du jour. Et ensuite, s'ils considèrent qu'une tête de chapitre par jour suffit, il va faire établir le protocole correspondant à la question posée, et à la thématique posée et à la recherche qu'on veut vérifier. Ensuite, il va organiser sa journée pour rédiger le protocole dans le moindre détail. Ensuite, il va le soumettre au chef de son équipe. Si le chef d'équipe est habilité à diriger des recherches, il n'a pas besoin d'aller plus haut pour dire « Ok, c'est bon, on peut y aller ». Si le chef d'équipe a un doute, il peut aller voir alors le directeur du laboratoire pour lui dire « Ah, écoutez, on veut faire ça, mais on pense qu'il y a peut-être des obstacles et tout ». Là, le directeur du laboratoire va intervenir. Donc, première intervention à titre de chef. Le chef d'équipe donne le feu vert et l'étudiant ou le doctorant, Master 2 ou le doctorant, va faire l'expérience et s'organise pour finir à l'heure où il quitte le laboratoire. S'il quitte le laboratoire à 19h, il s'arrange pour que la manif soit terminée à 18h30, 18h45 pour rentrer quand même chez lui. Maintenant, le directeur du laboratoire, lui, va superviser tout l'ensemble et il ne répond que s'il y a des questions pointues auxquelles ne peuvent pas répondre le chef de l'équipe. Là, il répond et il aide à établir un protocole si le chef d'équipe a quelques doutes. Et ensuite, le directeur du laboratoire, lui, il s'occupe de rédiger tous les articles de l'équipe, de coordonner toute l'activité, de faire des réunions, de suivre chacun au niveau du bilan de la recherche, de savoir quel est l'état d'avancement pour qu'on soit dans les temps pour la soutenance d'un Master 2 ou d'un doctorat, etc., etc. En tant que professeur émérite, je continue à faire de la recherche et à diriger des personnes. Voilà. Et à beaucoup de rédiger d'articles, des livres, des articles, etc., etc. Et à participer à des congrès aussi. Projet de recherche nécessite donc des financements. Comment procédez-vous pour les trouver? Alors, les projets de recherche demandent de plus en plus de financement. Et donc, la recherche étant un moteur de développement dans toutes les sociétés du monde, l'État a pour obligation de fournir aux chercheurs les moyens de mener leurs recherches. Les États le font plus ou moins bien selon les moyens dont ils disposent.
Et donc, chaque État a un budget pour la recherche. Ce budget n'est pas suffisant en général, et donc, on va demander aux chercheurs d'aller voir des entreprises privées, pharmaceutiques, etc., pour lever des fonds, pour chercher de l'argent. Et donc, malheureusement, cette activité est détestée par tous les chercheurs et tous les anciens chercheurs parce que on commence à passer plus de temps maintenant à chercher de l'argent qu'à faire du travail de recherche concret à la paillasse. Et c'est un peu dommage. Enfin bon, voilà. La recherche est financée, mais pour être bien financée, il faut vraiment se décarcasser, beaucoup bouger, et à ce moment-là, passer beaucoup plus de temps. On passe plus de 50% de son temps à faire de la recherche d'argent. Maintenant, nous allons conclure l'interview. Si un étudiant vous demandait un conseil pour devenir chercheur, que lui diriez-vous? Je lui dirais que la recherche scientifique est quelque chose de fondamental pour le développement personnel du jeune chercheur, également pour la société tout entière, parce que la recherche permet de répondre à des questions qui vont permettre un mieux-être, un bien-être et un mieux-être des populations. Je lui dirais que c'est un métier passionnant, mais un métier exigeant. Donc il faut vraiment aimer la science et travailler dur. Mais ça vaut la peine parce que c'est un travail tellement passionnant que quand on fait ce métier-là, on n'a pas l'impression de travailler et de souffrir au travail. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'était très, très intéressant.